sommes nombreux à espérer, à souhaiter une société plus fraternelle, une société marquée par plus d'empathie, de générosité, de bienveillance, de coopération. Mais il m'arrive, lorsque j'en discute avec des amis qui partagent cet espoir, de dire « ouais, c'est bien, c'est formidable, mais quand même, il y a un problème. » Et c'est quoi le problème ? Le problème, c'est les autres. Les autres, ce soir, c'est tous ceux qui ne sont pas venus écouter des beaux discours humanistes dans cette belle ville. Moi, j'ai tendance à penser que le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est de penser que le problème, c'est les autres. Ça va ? Vous me suivez toujours ? Je ne vous ai pas encore perdu. Et en fait, si vous pensez le problème, c'est les autres, parce que les autres, ils sont plus égoïstes que moi, voire violents, face à cet autre, je ne vais pas faire confiance. Je ne vais pas coopérer, parce que faire confiance, coopérer, c'est les prises de risque. On risque toujours d'être trahi. Si je ne fais pas confiance, en face, il ne me fera pas confiance, parce qu'il va bien sentir ça. Et on va rentrer dans un cercle vicieux. Et je pense qu'il est préférable de rentrer dans des spirales vertueuses. Alors, si on espère une société plus fraternelle, mais qu'on pense que l'être humain est égoïste, fondamentalement égoïste et violent, je pense qu'il n'y a plus que deux solutions. Soit on abandonne le projet, parce qu'il n'est pas possible, puisqu'il ne correspond pas à la nature humaine, soit on instaure ce que j'appelle la dictature du bien. C'est-à-dire qu'on décide qu'il faut obliger les gens à coopérer, obliger les gens à faire semblant d'être bienveillants, et que sais-je encore. Bon, pour ma part, dictature du bien et dictature, je ne vois pas trop la différence. Alors, il y a peut-être une troisième porte qui peut s'ouvrir, c'est de garder notre projet, mais de changer notre vision de l'être humain. De considérer que peut-être que l'être humain, il a une capacité à l'ouverture à l'autre, à l'empathie, à la générosité, etc. Alors moi, je me suis intéressé à la chose et j'ai commencé à creuser le sujet et j'en ai fait un livre. Et c'est vrai que quand je travaille sur un sujet, je me fixe un peu comme règle de lire autant les études susceptibles de contredire mes convictions et celles susceptibles de les confirmer. Ça, c'est vraiment une règle à laquelle je tiens beaucoup. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé à la suite de ça, au bout de plusieurs années, c'est que, en fait, l'être humain, il est biologiquement prédisposé à la bonté. Alors, quelques études très rapidement, par exemple, nous avons, dans la neurobiologie, nous a montré que nous avons dans le cerveau des neurones miroirs qui sont le fondement de l'empathie. C'est-à-dire que nous sommes biologiquement, neurobiologiquement, prédisposés à l'empathie envers les autres. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tout va bien aller après, parce que là-dessus, il va se construire deux autres choses. D'une part, les influences sociales, la famille, l'école, la culture, etc. Et puis aussi nos choix de vie, nos décisions personnelles, le libre arbitre. Un autre courant de recherche, c'est l'anthropologie. Des études ont montré que les peuples premiers, on a longtemps pensé que c'était des peuples, les sauvages, où il y avait le fondement de la violence humaine était inscrite, en fait, les peuples premiers pacifiques sont beaucoup plus nombreux que les peuples premiers avec des tendances violentes. Un autre courant de recherche, c'est la psychologie du petit enfant, voire du bébé. Elles ont montré que des bébés, dès l'âge de 1 an, des expériences ont été faites, lorsqu'ils voient une personne en difficulté, ils s'efforcent de lui rendre service, de soulager sa difficulté, sans qu'on leur demande, avec des étrangers et sans promesse de récompense. Et je pense que les enfants, les bébés, nous donnent une formidable leçon d'espoir de ce qu'est l'humanité. Alors, fort de cela, je me dis que oui, il est possible de construire une société meilleure, une société de bienveillance. Et d'ailleurs, je me suis intéressé aussi à des grandes réussites dans le monde, qu'elles soient sociétales ou environnementales. Par exemple, et les médias en parlent peu, par exemple, vous avez
plus d'1 milliard de personnes sont sorties de la pauvreté, de la grande pauvreté dans le monde en 25 ans. Près de 2 milliards sont sortis de la faim en 25 ans. Vous vous rendez compte? Près de 2 milliards, mais c'est colossal. Alors, c'est vrai que ça, c'était jusqu'à quelques années. Entre-temps, on a eu le Covid, la guerre en Ukraine, et la chute qui était assez drastique, et maintenant, elle est plutôt à l'horizontale, ça a tendance à remonter même un peu. Je garde espoir que ça puisse se réaméliorer dans les années qui viennent. Ça, c'était sur le plan social, par exemple. D'autres exemples sur le plan environnemental, je vous en cite 2. Il y a 30 ans, le problème environnemental mondial n'était pas le réchauffement climatique, c'était la couche d'ozone. La couche d'ozone qui se détruisait, c'est une couche qui nous protège. Et il y a des produits qui s'appellent les chlorofluorocarbones qu'on envoyait dans l'atmosphère et qui détruisaient cette couche, elle s'effilochait. Eh bien, aujourd'hui, cette couche, eh bien, elle est en train de se reconstruire. Et si on fait attention, dans quelques décennies, elle sera entièrement reconstruite. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous avez un homme, Mostafa Tolba, avec toute son équipe, directeur de l'Agence de l'ONU pour l'environnement, et qui a rassemblé autour de la table des représentants de 4 parties prenantes, qui au mieux d'habitude s'ignorent et en général se détestent. Vous avez d'une part les scientifiques, ceux qui avaient mis en évidence ces problèmes, et puis ceux qui peuvent éventuellement trouver des solutions. Vous aviez les industriels qui étaient à l'origine de ces problèmes et qui pouvaient aussi, avec des recherches et développements, eh bien, peut-être trouver aussi des moyens de résoudre le problème. Vous aviez des militants environnementalistes. Et puis, vous avez des chefs d'État et des ministres de l'environnement de différents pays du monde, en particulier du monde occidental. Et vous savez que les industriels, dans ces moments-là, ont tendance à considérer les écolos comme des irresponsables économiques et les environnementalistes ont tendance à considérer les industriels comme des irresponsables environnementaux. Avec ça, on est quand même mal parti. Eh bien, Mostafa Tolba et son équipe, ils ont réussi à les faire multiloguer. Et au final, ça aboutit à un accord qui s'appelle le Protocole de Montréal, qui a été mis en œuvre en 1989 et qui était non contraignant juridiquement. C'est-à-dire que même si une entreprise signait et ne respectait pas, eh bien ensuite, elle n'était pas sanctionnée. On a dit que ça ne marchera pas parce que les industriels ils connaissent qu'une chose, la carotte et le bâton. Eh bien, ça a marché parce que les gens tenaient à respecter leurs engagements. On appelle ça l'esprit de Montréal. Autre exemple, plus resserré, mais quand même assez impressionnant, c'est le Rhin. Parce que les médias nous parlent toujours quand il y a la pollution, mais quand il n'y a plus de pollution, ils ne nous en parlent plus et c'est bien dommage. Le Rhin, il y a 30 ans, c'était le fleuve le plus pollué d'Europe, un cloaque à ciel ouvert. Et là, une femme, Nelly Kroes, qui était à l'époque ministre néerlandaise des Transports, eh bien, elle a fait la même chose. Elle a rassemblé autour de la table ces 4 parties prenantes des différents pays traversés par le Rhin. Avec des accords qui étaient non contraignants juridiquement, eh bien, aujourd'hui, le Rhin est propre. Il faut savoir que le Rhin, c'est quand même, sur ses rives, la plus grosse concentration au monde, à équivalence avec les grands lacs américains, la plus grosse concentration d'industries sidérurgiques et pétrochimiques. Aujourd'hui, le Rhin est propre, on peut s'y baigner depuis la source jusqu'à l'embouchure. Et donc, c'est ce que j'ai appelé le carré gagnant de la gouvernance. Lorsque la science, les services publics, depuis la petite mairie rurale jusqu'aux agences de l'ONU en passant par l'État, le marché, les entreprises et la société civile, c'est-à-dire les associations de défense de l'environnement, de défense des droits humains, de défense des droits de l'enfant, etc., lorsque ces 4 parties prenantes se mettent autour d'une table, eh bien, ça peut parfois faire des miracles. Et je crois profondément, oui, ça peut changer le monde par la bienveillance. Alors maintenant, peut-être que certains parmi vous se disent « Bon, c'est bien gentil tout ce qu'il nous dit, mais bon, c'est quand même un intello un peu perché, bisounours sur les bords, qui ne connaît pas un peu les vrais problèmes de la vie, quoi. Il est ailleurs, quoi. Il est dans un autre monde, il ne connaît pas la vraie vie. » Alors je voudrais simplement vous dire quelques petites choses pour terminer. Alors c'est vrai que je m'intéresse à la bonté, je crois profondément qu'il y a un potentiel de bonté chez tout être humain, mais je n'oublie pas que mon enfance et ma jeunesse ont été fracassées, et quand je dis mon enfance, également la vie de ma mère
et la vie de mes 2 sœurs, en raison du comportement de mon père, et que ma mère est décédée lorsque j'avais 15 ans et demi, autant de désespoir que de maladie, et que quelques jours après, quand j'ai dit à mon père ce que je pensais de ce qu'il avait fait depuis des années, il a voulu me tuer. Alors, c'est vrai que vous pouvez penser que je suis un intello, que j'ai fait des études. C'est vrai, j'ai une thèse de doctorat en psychologie par hasard sur la résilience suite à maltraitance. Et j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, mais je n'oublie pas que lorsque j'étais au lycée, le proviseur a dit un jour à ma mère que j'étais un irrécupérable, scolairement et socialement, et que je n'ai pas le bac. Alors c'est vrai que je fais partie de la classe moyenne, donc une vie correcte financièrement. Mais je n'oublie pas que j'ai été SDF, et lorsque j'avais 17 ans, je connaissais tous les marchés, les jours de tous les marchés du coin, parce qu'à 1h de l'après-midi, je faisais les tours des marchés pour récupérer les légumes et les fruits dans les cagettes que les marchands ne vendaient plus. De tout cela, j'en ai tiré une double leçon commune. Aucune personne n'est irrécupérable. Aucune situation, même la plus dramatique, n'est irréversible. Merci beaucoup.